l'URSSAF, la CIPAV, la RSI, la GSA, les impôts. Ah! Comprends rien! Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes le bienvenu dans ce nouvel épisode de F1.4. Aujourd'hui un épisode très fun. On va pas arrêter de se marrer avec des sujets qui sont plus marrants les uns que les autres. C'est un épisode sur les statuts des photographes. Quel statut choisir pour vous qui voulez devenir photographe? Aujourd'hui, tout est détaillé dans cet épisode, avec la participation de Joëlle Verbruch, qui est une avocate du Pays Basque, qui a sorti il y a quelque temps le livre Vendre ses photos, avec la nouvelle édition, donc 2013, que vous pourrez voir dans les commentaires. Elle a gentiment accepté de venir parler des statuts des photographes. Elle qui dirige le blog Droit et Photographie, où vous trouvez plein d'indications sur comment vendre ses photos, sur quel statut avoir, sur les droits à l'image, tout ça. Bref, comment ça va s'organiser? Un premier épisode sur tous les statuts des photographes. Et dans l'épisode de la semaine prochaine, elle va répondre à quelques questions que vous avez posées sur la page de F1.4. Je suis désolé pour le son, qui était un enregistrement via Skype. Je vous laisse avec elle et je vous retrouve à la fin. Joëlle, c'est à toi. Bon bah, bonjour Joëlle. Bonjour, Sébastien, ça va bien? Ouais, mais toi? Merci d'avoir accepté l'invitation de F1.4. Avec plaisir. Nous sommes ici pour parler donc de Les statuts du photographe. les statuts du photographe. Voilà, donc en liaison avec ton livre, donc que je présenterai à la fin de l'épisode. Dans un premier temps, la grosse question: quel est le statut le plus favorable à la profession de photographe? Bon, alors ça c'est évidemment une très vaste question et c'est difficile d'y répondre parce que ça va vraiment dépendre d'une part de ce que chacun veut faire et puis des moyens qu'il a envie de mettre en termes de comptabilité, etc. C'est en général une matière qui prête à pas mal de confusion. Les gens ont tendance à confondre entreprise individuelle, société, statut, régime fiscal, etc. Et donc, pour simplifier les choses, je t'ai envoyé un petit schéma. Je fais une sorte de petite synthèse des étapes des choix à faire. La première case, c'est vraiment un choix concernant la nature de l'activité. Soit on se dirige vers une activité artistique, en gros, ça va être l'auteur et on va voir quels sont les choix après. Soit une activité plus commerciale, on va dire, au sens large. Et là, on va partir vers l'artisan. Soit enfin, photojournaliste, mais là, il y a des difficultés en pratique, mais en théorie, c'est très facile. Le photojournaliste, il est censé être salarié, qu'il soit pigiste ou qu'il soit titulaire, et en termes de choix, il n'y a pas grand-chose à faire, quoi. Donc, on va surtout se concentrer sur les deux types de statuts qui vont poser problème. Alors, si on prend la photographie comme activité artistique, on n'a pas 36 solutions. Généralement, c'est ce qu'on appelle une entreprise individuelle. Une entreprise individuelle, ça ne doit pas être commerçant. Une entreprise individuelle, c'est toutes les fois où une personne a un siret qui est attaché à sa personne. Donc, ça peut très bien être aussi l'auteur-photographe, d'accord? L'auteur-photographe, dans son activité artistique, il ne peut quasiment jamais exercer en société. Il y a des formes de société civile, mais qui en réalité ne sont pas très adaptées et qui sont très peu utilisées. Donc, pour l'auteur, bon, la société civile, je l'ai mis là, c'est le cadre gris. Enfin, c'est très anecdotique. On peut le faire, mais c'est surtout des modalités de partage de frais, par exemple dans un collectif qui utilise un même local. Donc l'auteur-photographe, il sera quasiment toujours en entreprise individuelle. Ça, c'est son statut. Ensuite, on fait un deuxième choix qui est celui du régime fiscal. Là, le régime fiscal, l'auteur-photographe, il n'a pas 36 choix, il y en a deux. Soit la micro-entreprise. En micro-entreprise, c'est très simple. On fait une comptabilité en deux colonnes, entrée d'un côté, sortie de l'autre. Mais à la fin de l'année, le micro-entrepreneur va déclarer, par exemple, s'il a gagné 20 000 euros, il va déclarer les 20 000 euros tels quels. Et c'est l'administration qui va considérer qu'il y a 34% de ces 20 000 euros qui sont des charges et donc qui seraient imposés sur 66% restants. Donc l'avantage, c'est que sa comptabilité est très simple, mais le désavantage, on le voit tout de suite, c'est que si c'est frais fixes, enfin c'est frais fixes ou variables d'ailleurs, tout ce qu'il a à faire comme frais, des achats de boîtiers, des frais de déplacement, etc., dès que ça va dépasser 34%, mais il est perdant, parce qu'il sera taxé sur de l'argent qu'il n'a plus en main. Donc deuxième possibilité, c'est mon cadre bleu là en bas à gauche, déclaration contrôlée, qu'on appelle aussi les frais réels. Là, c'est très simple. S'il gagne 10 000 euros ou 20 000 euros, pour reprendre le même exemple, mais qu'en réalité, il a 15 000 euros de frais, eh bien, il va faire une comptabilité beaucoup plus détaillée et donc il ne sera imposé au final que sur les 5 000 euros qu'il a gardés en main. D'accord? Donc au moins, il évite de se prendre un bouillon financier, ce qui est quand même pas mal. L'autre avantage aussi, c'est que quand il fait ce choix de déclaration contrôlée, eh bien, il a encore un autre choix à faire qui n'était pas possible pour le micro-entrepreneur, c'est qu'ici, il peut choisir de s'assujettir ou non à la TVA. Et l'auteur y a intérêt. À la différence de l'artisan qu'on va voir dans un instant, l'auteur y a intérêt parce que lui, la quasi-totalité de ce qu'il va soit de facturer en vente de tirage, soit de faire des notes d'auteur,
c'est une TVA réduite, 10%. Alors, même si elle a augmenté, ça reste plus intéressant que les 20% du taux ordinaire. Ça veut dire que quand il va acheter un boîtier, il va pouvoir déduire la TVA de son boîtier, ce qui est quand même pas mal si c'est un gros boîtier. Par contre, il ne va devoir payer de TVA qu'au taux réduit. Donc à la fin de l'année, dans la majorité des cas, il se retrouve créditeur de TVA et l'État lui rembourse. Donc pour l'auteur, c'est très intéressant la déclaration contrôlée parce qu'au moins il ne se prend pas de bouillon et puis surtout il n'est imposé que ce qu'il a réellement entre les mains. De toute façon, on ne peut jamais faire ce qu'on appelle la photo sociale, c'est-à-dire photo de mariage, etc. Ça, c'est une activité qui est exclusivement et impérativement réservée aux artisans qui ont leur numéro de SIRET ou aux sociétés. Ces photos-là, c'est interdit. C'est de très gros risques de redressement fiscaux, de redressement URSSAF, éventuellement des condamnations pénales. Donc vraiment, je déconseille très sérieusement. Donc on passe au milieu, là, photographie comme activité commerciale. Donc ça, on va plutôt vers le statut d'artisan. Si on part vers la photographie comme activité commerciale, là, on commence à avoir vraiment un choix. C'est-à-dire soit en entreprise individuelle, soit en société. Ici, dans la photographie comme activité, je dis commercial au sens large, hein, c'est artisanal en fait, il faudrait dire même. Le photographe peut choisir soit de créer une société, URL, SARL, SAS, les trois plus courantes pour ces formes-là. L'avantage, c'est que c'est une personnalité juridique qui est totalement distincte de sa personne à lui. Donc, si par malheur l'activité marche pas du tout, qu'il y a des dettes URSSAF, etc., on ne va saisir en principe que sur la société elle-même. Le jour où ça va pas, il liquide la société. Son patrimoine personnel est en principe à l'abri. Je dis en principe parce que soit il a très mal géré, soit éventuellement il s'est porté caution personnelle pour un emprunt de sa société. Et là, tout d'un coup, ça complique les choses. Mais disons que l'avantage, c'est vraiment une séparation des deux patrimoines. Désavantage, c'est un peu plus lourd. Enfin, c'est même parfois beaucoup plus lourd. Mais bon, il faut savoir que ça existe. Il y a beaucoup de gens qui exercent sous forme de société et dès que ça prend un petit peu d'ampleur, ça commence à valoir le coup. Mais donc, généralement, il faut quand même un comptable, en tout cas, des solides notions de comptabilité pour le faire Bah, de proprement. toute façon, en SARL, t'es obligé d'avoir un expert comptable. Ne fût-ce que pour vérifier, mais tu pourrais toujours imaginer de tenir ta compta au quotidien tout seul. Certains le font, certains pas. Donc, c'est une structure un peu plus lourde, mais ça offre des avantages, évidemment, sans aucun doute. Et je conseille de Et, de pas la tenir soi-même, sa comptabilité, parce que c'est un bordel non, sans nom. exactement. Alors, deuxième possibilité, on reste dans l'entreprise individuelle cette fois-ci, c'est-à-dire que l'artisan photographe va avoir son numéro de SIRET attaché à sa personne. Lui va avoir un code APE, c'est-à-dire un code de dénomination d'activité qui ne sera plus comme l'auteur 9003A. Lui, il va avoir un 7420Z. Ça paraît un petit détail, mais ça change tout parce que c'est vraiment ça qui va le déterminer comme artisan. Il va plus dépendre de la GESTA comme dépendait l'auteur, on en reparlera après. Il va dépendre de l'URSSAF avec toutes ses joyeusetés et autres appels de charges parfois un petit peu lourds. Donc là, on est dans le statut d'artisan. Deuxième choix à faire, c'est le cadre jaune, le régime fiscal. On avait vu pour l'auteur micro-entreprise déclaration contrôlée. Alors ici, elle est même. Micro-entreprise, c'est la même chose. Éventuellement avec l'option EIRL, ça c'est juste une petite option qui a été rajoutée en 2010 de mémoire et qui permet justement, dans certaines conditions, mais c'est pas très au point encore, de faire justement cette séparation de patrimoine entre le patrimoine, par exemple la maison de l'artisan qui héberge sa famille, et le patrimoine, je sais pas, appareil photo, éventuellement véhicule qui sert à son activité, mais il y a des conditions assez strictes. Mais il faut juste savoir, pour les détails, là il faut aller voir le bouquin, mais il faut juste savoir que ça existe. Il y a moyen de séparer un petit peu le patrimoine, mais c'est pas aussi franc comme séparation que dans une société. Possibilité de déclaration contrôlée, donc les frais réels, c'est le même principe. Si on a gagné que 20 000 euros et si on a gagné 20 000 euros, qu'on a 15 000 euros de frais, eh bien, on est de nouveau taxé que sur 5 000 euros. Et troisième choix à faire dans ce cas-là, uniquement pour la déclaration contrôlée, c'est TVA ou pas TVA. C'est beaucoup moins intéressant pour l'artisan. Au-delà d'un certain seuil de revenus, il sera obligé de s'y assujettir, là, il n'y aura plus le choix. Mais l'artisan, en tant qu'il a le droit d'être en franchise, ça vaut le coup de rester en franchise. Pourquoi? Parce que par exemple, s'il fait des mariages, hein, tu connais ça, ses clients, c'est des particuliers. Les particuliers eux-mêmes, ils peuvent pas déduire la TVA. Si toi, en tant que photographe de mariage, tu vas proposer une prestation avec TVA et que tu es en concurrence avec un autre dont les photos plaisent autant au marié mais qui lui n'est pas assujetti à la TVA, ben, la différence elle va être vite faite, parce que celui qui ne doit pas la facturer va l'emporter. Donc l'artisan photographe a moins d'intérêt à se déclarer, à s'assujettir à la TVA, et il faut savoir qu'on peut être en déclaration contrôlée sans être assujetti à la TVA. Ok, l'inverse c'est pas vrai. Si on est assujetti à la TVA, on est forcément en déclaration contrôlée. De mon expérience personnelle, par rapport au travail avec les professionnels, j'ai vu qu'on était plus crédible si on facturait de la TVA oui, plutôt que non. Et alors donc troisième possibilité que j'ai mis en rose là sur le schéma, c'est l'auto-entreprise. Alors l'auto-entreprise, donc ça on en a suffisamment parlé. Tout le monde parle de statut d'auto-entrepreneur, comme vous voyez là, c'est vraiment un régime fiscal.
L'auto-entreprise, c'est une des trois manières, un des trois choix que peut faire l'artisan pour se déclarer, enfin pour faire sa comptabilité, pour être imposé. L'auto-entreprise, c'est quasiment comme la micro-entreprise. D'ailleurs, ça le devient de plus en plus. C'est aussi une comptabilité réduite, enfin très simplifiée. C'est aussi, par exemple, si on gagne 20 000 euros comme auto-entrepreneur, le fisc va considérer, cette fois-ci c'est plus 34, c'est 50% pour tous les artisans. Le fisc va considérer qu'il y a 50% de ces 20 000 euros qui sont des charges professionnelles, donc on sera taxé sur 10 000 euros, peu importe les charges réelles qu'on a vraiment eues. Donc c'est un petit peu le même risque que pour le micro-entrepreneur. Autant pour le micro-entrepreneur que pour l'auto-entrepreneur, s'il déclare 10 000 euros de recettes, en réalité, il sera taxé sur 5 000 euros, peu importe les frais réels qu'il a déjà eu, qu'il a vraiment eu. Donc il y a quand même un petit peu il prévoit quand même un peu des charges dans ce régime. Ils savent très bien que n'importe quel artisan a des charges, et elles sont d'ailleurs proportionnellement plus élevées que celles de l'auteur, parce que l'auteur a moins de charges sociales, etc. Je dirais que le seul avantage de l'auto-entreprise, c'est qu'il n'y a pas ces appels de charges sociales réguliers par l'URSSAF qu'on gagne ou qu'on gagne pas sa vie. L'auto-entrepreneur ne paye de charges sociales que sur chaque facture au moment où il la facture, on va dire. En gros, il ne paye que si et quand il facture. Mais ça veut dire que n'a intérêt à à choisir le régime fiscal de micro-entreprise ou d'auto-entreprise que l'artisan qui sait qu'il n'a que très peu de frais. Par exemple, celui qui a déjà tout son matériel, qui prévoit pas d'en racheter, qui doit pas louer un local professionnel, qui a absolument pas de frais de déplacement, qui prévoit pas de se déplacer, qui prévoit pas d'acheter du matériel en quantité, tout ça. Parce que dès qu'il va dépasser 50% de son chiffre d'affaires en frais, il est perdant, qu'il soit micro-entrepreneur ou auto-entrepreneur, c'est la même chose. Donc auto-entreprise, le seul avantage par rapport à la micro-entreprise, c'est que les charges sociales ne sont pas appelées tous les 3 mois par l'URSSAF, comme c'est le cas pour le micro-entrepreneur ou bien pour la déclaration contrôlée. L'auto-entrepreneur ne paye de charges que chaque fois qu'il facture. Donc s'il a une activité très très limitée, au moins il prend pas trop de risques. Je suis là en candide aussi, donc du coup je pose les questions. Parce qu'en fait j'ai jamais entendu parler de ce 50% là, donc du coup c'est pour ça que j'essaye de le comprendre en même temps. Sera ou pas dans la vidéo, hein, c'est pour moi aussi. Parce que moi j'avais entendu que les auto-entrepreneurs avaient 20% de charges ou 25% de charges, ce qu'ils gagnaient. Oui, mais ça c'est au niveau de la charge sociale, mais après ils devront quand même mettre le montant de leurs revenus dans leur déclaration de revenus. D'accord, en gros c'est le bénéfice, si on va aller par là, c'est en gros c'est leur revenu, les 50% c'est leur revenu. Et 50% c'est au niveau de l'imposition en fait, de l'impôt sur le revenu. Tu vois, et ça n'a rien à voir avec les charges sociales. Et si tu veux, justement, dans tes 50% de charges forfaitaires, tu as les charges sociales. Tout comme dans les 34% de charges forfaitaires de l'auteur, il y a les charges sociales aussi. Oui, parce que du coup, en fait, ils prennent 50% du chiffre d'affaires total. Voilà. Mais dans le chiffre d'affaires total, dans les 50%, il y a les frais de déplacement, il y a les frais des charges sociales, il y a l'allocation d'un local. Peu importe qu'il ait plus ou moins. S'il a moins, il est gagnant, mais en général, ça dure pas longtemps parce que les charges sont tellement élevées partout que dès que tu veux une mutuelle ou un truc comme ça, c'est bon, tu commences à dépasser aussi. Donc c'est rarement intéressant, hein, faut pas se leurrer. Moi, c'est pas compliqué. Comme avocate, quand je suis arrivée en France, j'ai commencé comme micro-entrepreneur pour me faciliter la vie parce que j'ai toujours fait toute ma compta moi-même, par contre. Et comme je commençais dans un système qui n'était pas le mien, j'ai commencé comme micro-entrepreneur. Quand je suis passée en déclaration réelle, j'ai vu la différence, quoi. Tu vois, enfin, j'ai arrêté de payer des impôts sur de l'argent que j'avais plus en main, quoi. Parce que oui, mais on est tellement bombardé de charges que j'avais forcément plus que 34% de charges. Or là, j'étais imposée sur des montants que j'avais plus en main. C'est ridicule. Donc si c'est pour travailler à perte... Oui, c'est sûr que ça sert à rien. C'est carrément désagréable, oui. Alors il faut savoir que ce statut plutôt de régime fiscal d'auto-entrepreneur, il est de plus en plus grignoté. Hein. C'était un très beau cadeau qui, à mon avis, était un cadeau empoisonné depuis le début, ça j'arrête pas de le dire, mais c'était un cadeau destiné à favoriser l'entreprise personnelle, à inciter les gens à créer leur propre entreprise, mais ça coûte très très cher à la sécurité sociale. Parce qu'il faut savoir qu'un micro-entrepreneur ou une déclaration contrôlée, c'est un minimum de 11 000 euros par an de charges sociales la première année. Et l'auto-entrepreneur, quand il ne paye pas ça, et vu qu'il y a des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes qui se sont installées en auto-entrepreneur depuis 2009, des centaines de milliers, je sais pas, ça fait tout ça en moins pour la Sécu. Et donc, quand ils sont aperçus que vraiment ça avait du succès et que ça coûtait cher, qu'est-ce qu'on fait? On rabote les avantages de tous les côtés. D'accord? Donc, pour l'instant, il y a encore ce prélèvement de charges sociales à chaque facture, mais je ne serais pas étonnée qu'un jour ça disparaisse tellement que finalement ça redevienne la même chose que la micro-entreprise. Et enfin, donc on revient à la déclaration contrôlée pour l'artisan. Donc, troisième choix à faire, avec ou sans TVA, j'ai expliqué, ça vaut pas tellement le coup pour l'artisan de se ruer sur la TVA. Parce que sa clientèle, surtout s'il a en tout cas des particuliers comme clientèle, photos de naissance, de mariage, etc., c'est pas intéressant.
S'il travaille bien, s'il a quand même un peu d'affaires, il aura de toute façon toujours plus de TVA à payer qu'il n'en a à récupérer. Donc ça va faire une charge de trésorerie importante. Donc ça vaut le coup de s'interroger au début, de faire en tout cas une année sans TVA et puis de voir si on dépasse pas les seuils. Je détaille le mécanisme dans le bouquin et les seuils viennent d'être un tout petit peu modifiés début 2014. Mais voilà, il faut comprendre le mécanisme et éventuellement se faire assister par un comptable à ce niveau-là pour être sûr qu'on ne doit pas passer en assujettissement de TVA. Il faut vraiment bien retenir donc que l'entreprise individuelle, c'est le photographe tout seul avec son SIRET sur sa personne, alors que la société, eh bien, c'est une personne distincte et que ça n'a de chance en fait que pour l'artisan. Un photojournaliste, lui, c'est un peu différent, c'est-à-dire qu'il n'a pas de SIRET attaché à sa personne, il est dépendant il est dans le lien d'un contrat de travail, qu'il soit pigiste ou qu'il soit journaliste titulaire. Donc, il a les avantages d'un contrat de travail. Il a aussi, par contre, beaucoup de désavantages au quotidien, c'est-à-dire que la loi n'est que très peu respectée. Et donc, il y a pas mal d'organes de presse qui continuent à exiger que les journalistes fassent des notes d'auteur, ce qui n'est normalement pas possible, parce que ça leur coûte moins cher en charges sociales. Il faut savoir qu'un salarié, eh bien, l'employeur paye quasiment 50% des charges sociales. Alors que si l'organe de presse fait appel à quelqu'un qui va faire une note d'auteur, ben même s'il prélève les charges à la source, elles sont quand même à charge du photographe. Là, leurs difficultés, je dirais, elles sont pas dans la loi. La loi, elle est très simple, ou quasiment très simple. Leur difficulté, elle est en pratique pour faire respecter leur statut. Au quotidien, ils doivent se battre en permanence pour faire respecter leurs droits. Leur situation n'est pas plus confortable que celle des auteurs ou des artisans, mais elle est plus facile à expliquer légalement, quoi. Bon, j'espère que vous avez pas mal au crâne après ces 15 minutes d'explication. Moi, j'ai eu un petit peu mal au crâne après tout ça, parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Et qu'elle a écrit un livre qui s'appelle Vendre ses photos, qui est aujourd'hui à la 3e édition, sortie en 2013. Vous y trouverez tout, vous y trouverez des schémas comme celui que vous avez pu voir, donc des schémas pour tout bien comprendre, tout bien nickel comme il faut. Comment remplir les formulaires, comment s'inscrire, pas à pas. Donc avec plein de cases, avec des tableaux comparatifs et tout, c'est super bien fait, il y a quasiment 500 pages avec toutes les mises à jour. Grâce à F1.4, vous avez un prix spécial via le lien que je vous ai diffusé juste en dessous. Jusqu'au 16 mars, vous pourrez profiter de cette promotion. Petite chose dont Joël m'a demandé de parler, c'est son association. Elle a une association qui s'appelle les Photographes pour la Vie. C'est une association qui est partenaire de la Ligue contre le cancer. Donc le principe en fait, c'est que les photographes offrent un tirage numéroté, originel, tous les bénéfices sont du coup reversés à la Ligue contre le cancer. Je vous invite à aller sur le site donc photographepourlavie.com, donc vous trouvez tous les détails en dessous, il y a la page Facebook également. Même pas forcément pour proposer une photo, mais allez-y, il y a des photos à vendre qui sont très très belles, donc si vous voulez vous faire plaisir en faisant une bonne action, voilà. photographepourlavie.com. Je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode de questions-réponses toujours avec Joël sur les statuts et sur comment vendre ses photos. Et non pas comment vendre des statuts. Non. Et surtout, si vous ne voulez rater aucun épisode de F1.4, je vous invite à vous abonner en cliquant juste ici, là, et mettre plein de pouces verts et partager cet épisode. Il y a beaucoup de photographes amateurs et professionnels qui ont besoin de savoir tout ce qui est vrai, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a appris. Et entre-temps, amusez-vous, faites des photos, et à la semaine prochaine. Au revoir. Aujourd'hui, on va parler mariage et on va parler surtout tarifs de mariage. Je sais que quand on débute dans la photo, il est très difficile de faire ces tarifs.